On fait ça rarement parce que d'habitude on laisse une sorte de suspense, mais là moi, je suis trop excité, je suis trop content de te retrouver après toutes ces années. Donc mais là, comment? Moi, je ne t'ai jamais rencontré. Mais si, on s'est allez, rencontrés, j'allais introduire son nom et tout. Pardon, excuse-moi. Vas-y. Non, mais ça va, tu m'as coupé maintenant. Vas-y, parle, Pierre. Non, mais continue. C'était Okay. bien. Et donc, parti, je m'excuse. Cette semaine, on reçoit Esther Leroy, et qui est typographe principalement. Ouais, voilà, designer, on va dire ça. Designer, typographe. Ouais, les deux. Voilà. Ça veut dire quoi? Parce que vous êtes tous graphistes. Tu commences trop vite, direct dans le vif du sujet. Là, on est encore dans une période où on s'apprivoise. D'accord. On est un peu en small talk. Comment ça a été la semaine? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est fin novembre là. Ouais. Cet épisode, il est pour fin novembre. On est fin novembre. Il fait froid, hein. Ça fait froid. Ouais, il y a gros. t'as non, pas tant que ça. chauffeur. Il fait un gros été indien jusqu'à fin novembre finalement. C'est ça. Il fait chaud ici. Ouais. Oui. Et donc moi, je suis très content parce que ça fait très longtemps et je me souviens tous les souvenirs que j'ai quand il y a. Ils sont trop bien. Toi, ils sont trop bien. On rigole beaucoup trop fort. Oui, c'est alors, vrai. comme ça, je mets un peu la pression. Ça veut dire que cet épisode, t'es obligé de nous faire rigoler. Oh, putain, voilà, grosse pression. Ouais. Et donc tu es. Prendre mes blagues en plus, donc. C'est vrai. Tu veux vite les noter. Tu veux vite prendre 5 minutes. On va couper puis on va recommencer. On va faire des blagues. Ok, bon, on fait ça souvent. Hein. On coupe souvent et on recommence. Je bois un petit coup pendant que Pierre, toi, tu dis ce que tu voulais dire. Tu sais quand tu m'as coupé tout à l'heure. Je t'ai coupé, mais j'avais pas grand-chose à dire. Mais si tu voulais dire, parce que vous êtes vus. Tu t'entames en disant ouais, on se connaît depuis tellement d'années, c'est incroyable. Mais Damien aussi, moi je le connais depuis tellement d'années, c'est incroyable. Mais je te fais pleurer, c'est ça? Mais toi, je te connais très mal ou je ne me rappelle en fait pas. Je suis peut-être gêné de le dire. Déjà qu'on ne sait pas ce qu'elle fait. Non, mais on s'est rencontrés une fois, mais ouais. Oui, moi c'était en soirée tard au Delecta. Oui. Oula. Tu te souviens, c'était au Delecta. Ah mais moi, tu vois, c'est ouais. Je suis un vrai disque dur là-dessus. C'est vrai? C'est comme ça que je connais tous tes dossiers. Vas-y, raconte. Ouais. Non, je rigole. Première question. Comment ça s'est passé ta semaine? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais quoi en fait? T'es où pour le moment? Eh bien, t'as des collègues qui font quoi? Comment? Tant de questions. Non, en ce moment je suis à Bruxelles, tout va bien. Ça a été la rentrée académique. C'est vrai. Et il y a 2 mois, puisqu'on est fin novembre. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Mais non, c'était une rentrée tardive. C'est une longue, c'est comme l'été, quoi. Ouais. C'est ça. Et bah ouais. Ah, bah, alors je peux dire que j'ai fait plein de choses. Puisqu'on est déjà fin novembre. J'ai fait énormément de choses. C'est vrai? Quoi, par exemple? Avec que des projets hyper intéressants. J'ai rencontré des gens incroyables. Non, je plaisante. Si, mais je suis sûr que oui. J'espère, en fait, si ça peut Roméo Elvis. Tu vas le rencontrer. Entre maintenant et le mois de novembre. Oui, tout à fait. Justement, tu dois faire une typo pour lui. Ouais. La Roméo, elle s'appelle. Exactement, qui sera une typographie plutôt décorative. Putain, j'arrive pas à savoir si vous êtes vrai ou si vous rigolez ou pas. Je suis complètement perdu. Ça clash, hein. Là, on vient de clasher Roméo Elvis, par exemple. Et non, mais c'est pour rire. Hein. Roméo Elvis, respect. Hein. Angèle, respect. Oui. On partage la couverture d'ailleurs avec Angèle. C'est vrai. Ouais. Avec Kitty Tanita, mon groupe. On est sur la même couverture. Le magazine qui est derrière toi, d'ailleurs. Voilà, c'est une chaussure de Damien. Enfin, c'est surtout Angèle et un petit peu Titanita, mais oui, c'est ça. Techniquement, c'est quand même partagé. Et donc, mais poursuis parce que je t'ai coupé. Je vais te couper souvent. Hein. Non, mais du coup, je suis principalement à Bruxelles et je travaille pour mon compte maintenant, à mon compte. Pour moi. Pour moi. J'ai un studio international. Le compte, comme le comte de Flandre ou le comte de Monte Cristo, tu travailles pour un compte. Bien sûr. Ça. Oui, c'est ça. Bah, tu peux pas t'appeler le roi et pas travailler pour un compte. Enfin, tu vois. Putain, tu vois pas. Okay, ça va être comme ça. Moi, j'invite pas n'importe qui. Moi, j'invite le haut du panier, tu vois. Et donc, tu es à ton compte, mais je pense que tu es aussi prof à la Cambre. Ouais, voilà. Tout à fait. En typographie. Prof à la Cambre. Quoi, non, il fallait pas le dire? Non, pas du tout. Ça fait tout de suite très sérieux, tu vois. Oui, ça va bien de nouveau avec ton nom, avec le fait que tu sois à ton compte. C'est ça. Avec mon nom, je pouvais que être prof à la Cambre, d'ailleurs, en fait. Aussi prof à la Cambre et c'est chouette, ça se passe bien avec une nouvelle équipe et tout, donc c'est super bien. Et donc la rentrée s'est bien passée? Ouais, la rentrée s'est super bien passée. T'es prof en combien d'années? En 2e année, 3e année de bachelier. D'accord. Et puis, jusqu'à l'année dernière, je faisais aussi du suivi de master, promoteur en master. Je sais pas ce qu'il en sera cette année, parce qu'il y a une nouvelle assistante qui nous a rejoint, Laure Giletti.
chez Eurogroupe et voilà, qui elle est vraiment dédiée au master, donc on verra. Je sais pas si les questions encore, c'est encore un peu organique quoi, mais c'est bien. Ouais. Donc on verra en fonction de. Pierre est prof aussi lui au 75, donc battez-vous. Ah ouais, mais j'ai fait un cours au 75 l'année dernière. Ok. Ah ouais. Oui. Ouais. Mais j'étais là. Pourquoi je t'ai... Mais je t'ai pas croisé, ouais. Non. Mais j'étais dans le bâtiment là, super loin là. C'était à l'autre bout de chez moi, ça c'est sûr. À Woluwe, c'était à Woluwe. Ouais, la vache, c'est loin. Ouais, Ouais. c'est horrible. Hein. Moi, je viens de Liège, donc imagine tous les mercredis matins à 8h30, bam. Ouais, faut avoir envie d'être professeur. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté. C'est parce que c'était trop loin. J'avais plus envie d'être professeur. Ouais, c'est ça. Mais je suis prof à Saint-Luc-Liège aussi. Ok. Au niveau des trajets, c'est vraiment beaucoup mieux. Ouais, tu m'étonnes. Oui, c'est plus simple. Voilà. Oui. En plus, c'est à côté de notre bureau, donc c'est carrément c'est encore génial. plus simple. Ouais. C'est génial. Top. Voilà. Mais ça me plaît. Moi, c'est tout nouveau pour moi d'enseigner en fait. Ça D'accord. fait juste l'année dernière et cette année là que je reprends, donc c'est cool. Génial. Ouais, je découvre en même temps. J'apprends. Ouais, c'est chouette. Hein. Presque plus que les élèves, je crois. Ouais, c'est ça. C'est Il y a cool. ce truc. Moi, je le vois vraiment comme ça. Je crois que j'arrive plus à dissocier l'enseignement et la pratique au studio. Ouais, c'est ça. C'est un moment de récréation. C'est aussi un moment de te mettre à distance de ce que tu fais, et puis aussi de pas avoir la sensation que ce que tu fais est juste un peu que pour toi enfin pas que pour toi, mais ce que tu fais dans ta pratique quotidienne peut être utile en dehors de tes quatre murs et les gens avec qui tu collabores. C'est ça. De te mettre à distance de ça aussi, quoi. On est trop sérieux là, non? Non, c'est très. Vas-y, fais une blague, ouais. Non. Non. Et attends, j'avais une question, et puis elle est partie. Ouais, on parle de prof et tout ça. Mais oui, toi, c'est t'étais ça. prof, tu voulais plus. Si, ouais, non, mais alors, mais en effet, le fait d'être toujours confronté à des personnes qui sont maintenant beaucoup plus jeunes que moi, hein, et donc ça permettait de rester aussi en contact avec un autre. J'imagine que vous le ressentez aussi comme ça, mais avec des choses que presque au début tu comprends pas en fait. Tu te mets que Oui. Ça m'arrivait souvent mais non, ça ne va pas. Et puis en fait, tu te dis, bah si, en fait, c'est juste que moi il y a 10 ou 15 ans de différence. Et 10 ou 15 ans de différence, oui. Et donc... entre toi et les élèves. Ouais. Et bah oui, moi ouais, plus que 15. Non, pas plus que 15. Ils ont 22, 23, t'as presque 40. Ferme ta Et donc, je dis ça. mais donc ça te permet d'être en contact tout le temps avec des codes qui sont plus les tiens, et donc et de rester frais, quoi, comme on dit. Ouais, alerte, surtout. Enfin, Allergue. Non, moi c'était allergue. Moi je donnais cours à allergue. Tu te reconnais là? Oui. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Esther pour la première fois, puisqu'elle était étudiante à allergue. Ouais. Mais je t'ai pas eu comme étudiante. Non. D'ailleurs, j'étais même pas encore prof quand on était presque ensemble. Si, j'ai été prof. Ouais, t'étais prof déjà. Ok, mais c'était vers ta fin d'études. Ouais, mais j'ai été là que 3 ans à l'ERG aussi. Donc, Parce que ton parcours avant... Mais j'ai commencé en France. Oui. Et puis... Tu es française? Ouais, je suis française, ouais. Et j'ai commencé les études de graphisme, typographisme et comment ils appellent ça un peu en France communication visuelle. Ouais, non, ils ont toujours des appellations un peu, tu sais, très côté PAO, ces choses-là. Oui. Designer, non, parce que c'est pas un terme français. Donc, donc j'ai commencé, en France. J'ai fait 2 années dans une école privée parce que j'étais déjà trop vieille pour réintégrer un cursus public, puisqu'il y a un âge limite. Et puis je me plaisais pas là-bas. Enfin, au-delà du fait que il y avait aussi cet aspect compliqué en France, qui est que une fois que t'es plus dans la possibilité d'un parcours public, ça devient aussi très onéreux. Mais je me reconnaissais pas non plus, en fait. Dans le paysage graphique à ce moment-là, que je découvrais aussi pas mal, mais toutes mes références déjà étaient pas françaises, et quand j'en parlais à mes profs, ils les connaissaient même pas. Je me disais, mais comment je vais faire? Enfin, c'est pas possible. Et j'ai entendu parler de la Belgique par ma compagne. Et puis j'y suis allée une fois, j'ai vu l'ERG et je me suis dit, mais voilà. C'est à l'ECV que t'étais? Ouais, j'étais à l'ECV, ouais. Et donc c'est là que t'as rencontré ta compagne dont tu parles? Ouais, c'est ça, fait, Marie. Ouais, exact. Oui, on a beaucoup ri tous ensemble. Ouais. Et donc c'est ça. Et donc de l'ECV, t'as entendu parler de l'ERG. De l'ERG, et t'es venue. Ouais, mais c'est elle qui m'en avait parlé au début. Je voulais faire des échanges Erasmus. Enfin, comment faire pour ne pas faire études
dans mon école à Paris. Donc, essayer de trouver tous les échanges possibles de la Terre pour essayer de passer la moitié de ma scolarité ailleurs. Et puis, elle, à un moment donné, enfin, avec beaucoup de bon sens, me dit, mais, enfin, pars à l'étranger. Donc, je dis, ouais, mais non, mais ça va être compliqué. Puis, j'avais tellement eu ce parcours français qui était compliqué, ça a été super dur de retourner à l'école, que je me suis dit, s'il faut que je me rebatte encore pour essayer de rentrer à l'école à l'étranger, ça va être l'enfer. Et puis, il y avait cette question de la langue et tout, mais encore qui était, enfin, même aller dans un pays anglophone ou quoi, me dérangeait pas trop. Et puis, ouais, elle me dit tout simplement, mais pourquoi pas la Belgique? Enfin, tu seras pas embêté, c'est vraiment pas loin. Et puis surtout, ils ont une approche pédagogique qui est hyper intéressante, hyper singulière. Elle me parle de l'ergue. Et puis voilà. Puis j'y vais. Puis je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de me battre. Oui. Pour rentrer. Ça, c'est magique, quoi. Oui. Ouais. Ça, en Belgique, on n'a pas besoin de se battre pour rentrer dans les écoles. Non. Ah oui, en plus. Oui. Mais non, mais il y avait ce côté aussi où c'est un souvenir que je garde où quand j'arrive à l'examen d'entrée à l'ergue, on me demande mon âge et c'était une question mais que j'évitais en France absolument quoi. J'avais 25 ans, je reprenais mes études. Donc oui, alors en fait non, mais j'ai fait pas mal de choses avant, donc je refusais vraiment de donner mon âge. Ton âge. Oui, non, mais ton âge là, c'est administratif en fait. Alors je sais, je suis un peu vieille, j'ai 25 ans et j'ai souvenir à ce moment-là, donc je crois que c'est Renaud Huberlan qui me dit t'as 25 ans et t'as l'impression d'être déjà vieille. Je dis oui, je sais, c'est trop tard pour moi peut-être pour faire du design et tout. Et il me regardait avec des yeux tout, mais elle sort d'où? Enfin, c'est incroyable. Ouais, qu'est-ce qu'elle raconte? Enfin, et non, je découvrais juste la possibilité de reprendre des études plus tardivement, alors qu'en France, à 25 ans, t'es déjà sur le marché du travail, je pense. Et, tu fais des tout est stages déjà en France, joué. non? Oui, c'est ça, jusqu'à 30 ans. Ouais. C'est vrai, c'est juste, non rémunéré de préférence. Ouais, parce que, non, mais c'est plus sympa, comme ça t'apprends la vie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est formateur. Oui. C'est dur, quand même, ça. C'est dur, ouais. C'est dur. Ben oui. Non, mais sérieusement, enfin, c'est affreux, quoi. Ouais, c'était un parcours assez, mais surtout, je m'attendais pas de la part d'école d'art d'avoir des positions aussi dogmatiques, quoi. Ouais. J'ai rencontré des directeurs pour demander des dérogations. Je tairais les écoles. Pour demander des dérogations, on me disait, mais est-ce que tu as déjà dessiné? Je disais, mais non, je vais à l'école pour apprendre. Je sais que j'ai envie de faire ça, mais... Il faut que tu fasses un stage avant. Oui, c'est ça. Faudrait que tu fasses une autre école avant de venir dans notre école. C'est un peu le principe français, d'ailleurs. Oui, il y a des... C'est comment ça s'appelle? Les manas. Les mises à niveau en art appliqué. Ah oui, les manas. Les mises à niveau en art appliqué. Ok. Et la directrice, j'ai souvenir qui me regarde et qui me dit, ah là, à 25 ans, vous n'avez jamais dessiné. C'est trop tard pour vous, là. C'est fini. Il va falloir penser à faire autre chose. Je me disais, mais, enfin, c'est surréaliste. Parce que folie, mais ouais. Tu l'as pas dit, heureusement que je suis là pour faire ta bio, mais parce que avant de te mettre en école d'art, tu bossais avant dans de la production cinéma. Ouais. Ah, tu vois. Scoop, hein. Cinéma, Gilles. Cinéma. Hey. Et donc tu bossais, genre on en parlait tout à l'heure parce qu'on a enregistré un autre podcast juste avant et on parlait de Michel Gondry et c'est une pote de Michel Gondry. Peut-être pas une pote, mais ouais, bon, t'as son numéro de téléphone. Est-ce que on peut appeler ça le podcast de l'intox? Par exemple. Le podcast du mensonge. On a déjà fait un sur le mensonge. C'est pour ça que j'ai vu le mensonge de l'intox. L'intox. Donc, oui, en fait, c'est un ami d'enfance. Gondry. Oui. Henri Gondry est un ami d'enfance. De son vrai nom. Tout à fait. Henri Gondry. Oui, peu de personnes le savent, finalement. Et donc, vous pouvez reprendre cette phrase avec le cinéma, j'ai pas compris. Esther travaillait dans le cinéma avant, d'accord, ok. Avant de faire ses études de graphisme. Elle travaillait comme... vas-y, raconte. Assistante de production. Ouais, j'étais assistante de... Mais comment tu Mais parce qu'on a parlé, on a déjà parlé. Wikipédia, sinon. Et je suis un vrai disque dur. Ouais, c'est ça. Je connais tous tes dossiers. Merde. Non, mais t'étais assistante de prod chez Partisan, voilà, qui est la boîte de Michel Gondry. Ouais, enfin, exactement. dans laquelle Michel Gondry il est dans le roster, quoi. Ah oui. Ouais, j'étais assistante de prod là-bas et j'étais aussi chargée de la post-prod. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi, ce qui a aidé le moment de bascule dans le design. Parce que, enfin, je bossais au clip, plus précisément. Le seul endroit où, y a pas de thune, t'es en galère tout le temps. Tu pleures à chaque fois que t'appelles un prestataire parce que t'es déjà hors du budget quand tu commences à l'appeler. Et puis, en fait, ouais, toute la partie, vraiment de production m'intéressait de moins en moins parce que l'organisation de tournage et tout, c'est évidemment hyper intéressant, mais je me rendais compte que c'était plutôt après coup.
Enfin, la post-prod, en fait, se travaille beaucoup avant, puisqu'il faut vraiment savoir comment on va shooter. Alors que c'est post-prod. Exact. Alors mais en fait, beaucoup de prod, d'ailleurs, l'oublient, hein, et souvent, tu te fights beaucoup avec les producteurs. Mais on t'avait dit de faire ça, tu ne nous as pas écouté. Ah oui. Et donc, c'est beaucoup de préparation avant pour t'assurer que la suite va bien se passer. Et là, c'est un autre monde, parce que c'est vraiment les petites mains, t'es complètement backstage. Et tu te rends compte aussi à quel point, enfin, tous les enjeux créatifs sont vraiment là. Avant, c'est plutôt de la façade. C'est aussi beaucoup de relations plus, enfin, c'est la partie plus relation client un peu. Et puis derrière, là, tu rencontres des équipes qui travaillent comme des dingues avec une ambiance folle et où tu te dis, mais c'est ça en fait qu'il faut que je fasse. C'est ça que je veux faire. Ouais. Mais oui. Et t'as travaillé sur quel clip, par exemple? Ouais, mais j'ai travaillé sur des trucs cool et des trucs pas cool du tout. Hein. Dis les deux aussi. Hein, ouais, les deux. Ah ouais, pour faire des grands écarts. Ouais, pour faire un espèce de duo impossible. Ouais. Tricky et Liane Folly. Ah oui. Tu vois, ça promet du lourd, quoi. Ok. Artistiquement. Mais ensemble, non? Oui, si, Oui, ensemble, évidemment. Un duo mais inconnu. tu connais pas ce si, titre ouais. Oui. Non, Tricky c'était... Folly. Tricky Folly. Tricky Folly. Bah non, mais il y avait ce côté, mais comme dans le design, c'est qu'il y a des projets qui sont viables économiquement, d'autres qui ne sont pas. Et voilà, et bah des projets qui étaient un peu plus mainstream, en effet, c'était aussi un moyen de pouvoir continuer à survivre aussi, parce que le clip, c'est une position tout à fait particulière. Je pense que ça a beaucoup changé depuis, et moi, j'y suis pas restée si longtemps que ça, mais c'est une position particulière parce que c'est vraiment là, c'est une espèce de vivier de jeunes talents que tu vas commencer à mettre sur des projets qui vont mettre le pied à l'étrier pour ensuite éventuellement passer en publicité ou tout ça. Ça reste aussi quelque chose de viable pour un réalisateur qui serait pas dans le long métrage ou quoi, qui a moyen aussi de vivre de ça. Puis il y a des gens qui adorent aussi ce format-là. Et donc voilà, c'est pas un lieu rentable, c'est pas un département rentable pour une boîte de prod, quoi. C'est un moyen d'être, c'est des premiers projets où t'es hyper créatif et où tu fais des paris sur l'avenir, quoi. C'est ça, c'est comme le design, quoi. Quand tu commences mais c'est vraiment ça. À bosser pour pas cher, pour te faire un portfolio. Et puis, Ou que t'as plein de personnes qui te disent ouais, j'ai absolument besoin d'un logo, mais gratuit. Mais c'est fou, ça. Comment se généraliser ce principe Oui. Parce qu'on en parlait aussi dans les podcasts. Grégory Derken, qui est photographe, oui. le premier truc qu'il faisait, c'était gratos. Pour faire les books des jeunes modèles qui n'avaient pas de book. Des new faces chez Dominique Model et des trucs comme ça. Bah, tu fais des séances, donc avec des modèles en devenir, tu constitues leur book. Donc toi, en tant que photographe, lui, en tout cas, lui, en tant que photographe, bosse gratos, fait des shootings de dingue et tout. Ouais. Mais voilà, après, bah, c'est clair que ça paye. Si à partir du moment où t'es bon et que t'arrives un peu à tirer ton épingle du jeu, t'as pu profiter de ces modèles-là et de faire des super photos avec ce truc. Donc tu constitues à la fois leur propre book, donc elles sont contentes et la boîte est contente surtout. Et puis toi, tu te fais un book de dingue. Et maintenant, bah Greg, il vit que de ça. Et enfin, Grégory Derken, c'est un nom qu'on n'a plus. C'est quoi le mot que je cherche? À présenter. Oui, voilà, vous l'avez dit en même temps. Ouais. C'est et donc Greg dans le mode de la mode, c'est dans le mode de la mode, c'est voilà, il en est passé par là aussi. Ouais, c'est partout pareil. Bizarre. Après, ce qui est regrettable, c'est que il y a des endroits dans lesquels ça se fait avec plus de violence qu'ailleurs. Enfin, moi, je vois dans la prod, c'était franchement super violent. Moi, j'ai débarqué là-dedans, j'étais toute jeune. Pleine d'illusions, les premières expériences professionnelles aussi, quoi. Et là, t'arrives dans des grosses machines, mais je me suis fait bouffer, quoi. Enfin, je suis arrivée là et moi, je suis arrivée quand même aussi vachement en me disant, ouais, c'est super. Tout le monde a hyper envie de travailler, tout le monde a hyper envie d'aller vraiment dans la même direction et tout le monde a envie d'être copain. Il y avait vraiment ce côté un peu naïf. Ouais, super naïf. Quoi. Ouais, très 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 naïf de ma part et de découvrir au contraire des machines qui ne fonctionne pas du tout comme ça, où c'est des vrais paniers de crabes, c'est un monde de requins, et puis quand t'es une femme aussi, c'est des métiers qui sont compliqués, quoi. C'est pas facile de faire sa place non plus, quoi. C'est vraiment des métiers de mecs un peu. Ouais. Comme beaucoup de métiers. Comme beaucoup de métiers. Malheureusement, pas toi, bizarrement. Moi, je remarque dans les écoles d'art, ça fait que 1 an que je suis prof, 1 an et demi, mais c'est que des filles, en fait. Les élèves, c'est que des filles. J'ai des classes de 20.
il y a 17 meufs c'est et 3 mecs. Mais c'est après, dingue, hein. quand ça se professionnalise, après, ça c'est que des mecs. Mais j'ai souvenir d'une présentation de Sarah de Bont à Integrated il y a, je sais pas, quelque chose comme 4 ans. Oui. Et elle avait présenté comme ça un espèce de chart qu'elle avait fait sur la présence des femmes dans le milieu de l'art et du design graphique. Et ben, elle l'a représenté pour notre festival aux Figues. Eh ben, c'est dingo. C'est dingue. C'est hallucinant. Ouf, comme tout s'inverse, où dans les écoles, il y a, je le dis pour Gilles, parce que Gilles n'était pas là, il n'a vu aucune des 2 conférences. Voilà. Gilles n'a pas été à l'école non plus. Oui, Voilà, c'est vrai qu'il n'a pas été à l'école, il nous l'a dit dans le premier épisode. Exactement. Et donc, dans les écoles d'art, c'est majoritairement des filles. Ok. Et Je sais pas si c'était autant le cas avant, mais en tout cas. Et plus tu avances dans les responsabilités, et plus ça s'inverse, où donc les chargés de cours, ou les conférenciers, ou les gens qui organisent des choses, ou les professionnels de la profession, sont principalement des boss hommes. D'accord. Et donc il y a très peu de filles. Et donc voilà. Et donc là, Esther justement inverse la tendance, puisqu'elle est elle-même sa propre boss. Ouais, c'est voilà. ça. Ouais. J'ai un peu éludé la question du coup, quoi. Mais j'ai plutôt éludé la question. Voilà, c'est ça. Donc elle n'a pas de boss homme puisqu'elle est sa propre boss femme. Ouais. Et mais donc t'as décidé de quitter le monde des crabes. Ouais, c'est ça. Pour te relancer dans des études. Ouais. Voilà, en design. Ouais, c'était sport. Qu'est-ce qui t'a fait te dire, ok, moi ce que je veux faire en fait c'est ça? Parce que tu aurais pu partir sur d'autres choses. Mais je crois le sport, tu aurais pu faire du sport. Ouais, mais je crois qu'en fait j'ai toujours eu envie de faire ça. Et je le savais pas vraiment. En fait, je crois que pendant une grosse partie de mon adolescence, on va dire, je savais surtout ce que mes parents voulaient que je fasse. C'est-à-dire je pense qu'ils me voyaient plutôt, un vrai métier, quoi. Ouais, un vrai métier avec un mari aussi. Ça aurait été bien, un mari. Ah oui. Et mais en même temps, tu as Marie. Ouais, j'ai Marie. Oui. Parce qu'elle s'appelle Marie. Pas mal. C'est bien ça. Vous l'aviez déjà fait. Venir. Ouais. Vous l'aviez déjà fait. En fait, je te tendais un peu une perche. Oui, c'est ça. Et ouais, non. Disons qu'ils avaient des attentes, je crois, qui étaient. Ça commençait déjà à coincer un peu, mais il y avait vraiment cette question du vrai métier, qui veut rien dire, c'est complètement absurde. Ouais. Non, mais les hobbies c'est bien, les passions c'est bien, mais ça c'est à côté. Hein. Non, faudrait que tu aies un vrai métier. Bah oui, c'est vrai, parce que tu vois, designer c'est pas un vrai métier, quoi. Toute la journée tu t'amuses, tu fais que ça. Et donc j'avais envie de faire du journalisme au début, et puis alors tout de suite il y avait encore la possibilité pour mes parents de faire des grandes écoles autour de ça, donc c'était encore viable comme projet. Okay. Le problème c'est que donc je candidate à des grosses écoles, et puis en fait derrière leur dos je démissionne parce que je crois pas à ces écoles-là. Je me dis moi je veux juste aller à l'université comme tout le monde. Donc il y avait déjà un premier schisme de démarrer. Est-ce que tu peux juste faire la différence entre les universités et les grandes écoles? Parce que moi en tant que Belge, je vois pas trop la différence. Pour moi une grande école c'est une univ, quoi. Ouais, non, mais les grandes écoles, enfin, c'est les côtés. T'as des grandes universités françaises, mais c'est plutôt des instituts ou des institutions reconnues et qui forment en tout cas des parcours particuliers. Donc, je sais pas, tu vas prendre Sciences Po pour tout ce qui est sciences sociales et tout ce qui est politique. Tu vas prendre Normes Sup ou HEC ou toutes ces grandes écoles-là, en tout cas, qui forment des destins français, tu vois. Et donc, moi, il y avait encore cette possibilité-là. Ils se disaient, ouais, elle va peut-être faire un DEA spécialisé en journalisme. C'est un truc Mais par contre, si tu fais ça à l'UNIF, c'est moins glorifiant. Mais pas du tout. Enfin, en France, on a quand même vachement ce rapport aux institutions, hein, ce truc. Oui, apparemment, en France, c'est l'inverse de chez nous. Les universités sont moins bien vues que les hautes écoles. Ouais, à fond. Mais alors, il y a encore il y a quand même ce côté encore Sorbonne, tu vois, à Paris, qui. Et donc ça, c'était quand même la carotte pour mes parents. Je dis ouais, mais j'ai démissionné des prépas et tout ça, mais j'ai réussi à rentrer à la Sorbonne, donc ça allait déjà un peu mieux. Alors que en soi, c'est pas plus extraordinaire que de faire une autre université ailleurs. Je crois que, enfin, tout ça c'est des noms, mais après tout dépend aussi de ce que tu viens chercher dans ton université, des personnes que tu rencontres, des professeurs que t'as. Et donc voilà, donc je fais ça. Donc au début, je fais un LEA, donc langue étrangère appliquée en affaires et commerce international, un truc fun, très fun, en me disant que je vais pouvoir me former au journalisme. Et puis je bifurque vers la communication, et en même temps, je fais un peu de musique, et je me fais des copains qui étaient à l'époque, donc enfin le duo naissant Jonas et François,
qui a été connu après pour travailler notamment avec Ed Banger et qui a fait un clip pour Justice. Et puis comme ça par hasard qui me dit on a notre prod qui cherche une assistante, est-ce que ça te tenterait? Moi j'étais genre ah ouais, ça va être pas mal en fait. Je vais pouvoir avoir le côté vrai job, c'est-à-dire je suis dans la logistique mais en même temps je suis dans un univers créatif. Et donc ça a été bon, là, pour mes parents, c'était l'enfer. Enfin, c'était vraiment pas du tout le truc rêvé. Le monde de la nuit, de la drogue, de la musique électronique. Ça. Ah ouais, ah non, mais ça, alors, ça les a... Mais je pense que je leur en parle aujourd'hui, ils ont oublié. Tu vois? Ouais, il y a une amnésie totale autour de ça, quoi. Mais c'était assez je crois que pour un parent, ce qui compte, c'est que finalement, au bout du compte, t'as réussi à faire ce que t'as envie de faire et que tu sois heureuse. Ouais, non? Ouais, si, à fond, mais ça, franchement, je crois que ça a pris du temps. Ils ont eu du mal à comprendre ce parcours-là parce que après moi j'ai des parents qui sont tout bib. Alors tu parles, ils sortent du baccalauréat en France, ils font leurs études tout bib, ils sont chefs de clinique, puis après derrière ils exercent. Et donc au-delà du fait que c'était pas un parcours que j'avais choisi, ils étaient à 10 000 lieues d'imaginer ce que c'était qu'un autre type de parcours, enfin quel qu'il soit quoi. Donc non, ça a mis quand même un peu de temps. Hein. Je crois que moi, mon père, pendant jusqu'à peut-être il y a encore l'année dernière, il pensait que j'étais calligraphe, quoi. Ce à quoi je répondais non, bien sûr, non, mais en fait, je suis pas calligraphe, je suis scribe. Et enfin, ça me fait beaucoup rire. J'écris sur des papyrus. Ouais, à fond. Et sur la tablette d'argile, ça c'est mon. Ah oui. Ça c'est un petit truc à moi. Mais ouais, non, ça a pris du temps et puis. Je crois qu'ils en ont plus eu rien à faire à partir du moment où j'en avais plus rien à faire non plus de ce qu'ils en pensent, de ce qu'ils en pensaient. Enfin, je me suis dit, ça me regarde après tout, quoi. Ça. Ouais. Et donc après, tu débarques donc à l'ECV. Ouais, je débarque à l'ECV, mais pareil, compliqué. Je décide. Ah oui, pardon. En fait, j'ai digressé et tout. Je suis pas revenue sur la. Mais j'essaye de te regresser. Mais regresse, vas-y. Alors, et donc je tombe dans la prod et là, je me dis. Mais déjà parce que ça se passait pas très bien dans ma boîte. Okay. J'arrivais pas à collaborer avec la personne. Il arrivait pas à collaborer avec moi non plus. Enfin bon, bref, ça marchait pas. Et puis tout simplement, je me dis, je suis pas taillée pour ça. C'est pas mon truc. Et j'ai pas envie de me battre pour ça non plus, parce que c'est un milieu qui est difficile. Et ouais, voilà, j'avais pas les tripes pour ça. Et puis vraiment un jour du jour au lendemain, je me dis mais est-ce que vraiment à 40 ans, j'ai envie de me faire 40 ans, c'est un peu cette date que tu te donnes quand t'es jeune. Ça, à 40 ans, je serais vraiment vieux. Moi, c'est dans 6 mois. Ouais, alors que moi, je me dis, non, 40 ans, enfin, tu vois, c'est la fleur de l'âge maintenant. Et ouais, je me dis, est-ce que t'as envie d'avoir des regrets? Et enfin, là, c'est maintenant, quoi. Si tu veux essayer de rattraper quelque chose et de rejouer autre chose, faut sauter maintenant. Après, ce sera de plus en plus difficile. Et donc, du jour au lendemain, je dis, voilà, j'ai envie de partir. Donc, on négocie le licenciement et puis, et là, je rentre dans la douce joie des formations professionnelles. Donc, j'ai fait une formation professionnelle pour être un truc du type typographiste, tu vois. Okay. Un truc super fun aussi. Et là, je me rends compte que ça va pas non plus. Quand j'ai besoin de refaire l'école. J'ai besoin d'aller à l'école. Et donc, je vais à l'ECV. Et là, c'est la révélation. J'ai l'impression de faire l'école pour la première fois, en fait. À l'université, j'avais pas de bons souvenirs de l'université. J'ai des trucs, l'université... ouais, c'est cool, j'ai fait la fête, j'ai machin, les trucs, mais j'avais pas ça avait rien ancré en moi, quoi. Alors que, à partir de l'ECV, là, il y a un truc vraiment qui se joue et où je me dis, ok. C'est ça que je veux, quoi. Ouais, c'est ça que je veux et je suis vraiment en train de faire quelque chose, quoi. C'est vraiment en train de changer quelque chose à ma vie, quoi. Et voilà. Ça a changé ta vie, finalement, dans tous les sens du terme. Et donc, après, l'ECV, donc tu finis et tu viens à l'ERG. Ouais, je viens à l'ERG. Et là, ça a été génial. Une autre facette de la même chose. Mais non, rien à voir. Moi, j'arrive là et franchement, j'étais hyper démunie. J'étais perdue, quoi. Ah oui? Ah ouais. Ok, je pensais que justement, quand Renaud t'accueillait un peu à bras ouverts. Donc, Renaud, c'est un professeur de typographie à l'ERG, Renaud Huberlan, qui a un studio de design aussi qui s'appelle Salut Public. Et je pensais quand tu disais tout à l'heure que Renaud te disait mais non, 25 ans c'est très bien et tout ça, il te prenait déjà un peu sous son aile et que finalement tu te sentais mieux. Ouais, non, il y avait une super belle invitation et c'est pas tant ça, c'est que je crois que je suis arrivée là-dedans, j'étais perdue parce que ça ressemblait pas du tout aux formations françaises.
quand t'es formé en France. C'est-à-dire que c'est dans un ancien garage déjà. Hein, tu oui, vois. c'est ça. Oui, donc c'est vrai que ça change. Garage, voiture. Tu vois, t'as les taches d'huile, quoi. Mais c'est ça. vraiment ça. Hein, et surtout, des fois, tu peux venir aux portes ouvertes. Mes parents ont fait ça. Une fois, mon père a voulu voir l'école et je me suis dit, tu es sûr? Je me suis dit, bon, j'ai essayé de trouver un créneau où il y aurait pas trop de choses surprenantes. Ouais. Et non, ce jour-là, il y a un type qui est à poil en train de simuler une immolation par le feu. On monte un peu plus haut dans les marches. Pareil, il y avait une fille à moitié à poil qui était en train de prédiquer un truc, je sais pas quoi. Enfin, mon père, je crois, n'est pas allé jusqu'au bout de ces escaliers. Et je dis non, mais si, viens voir et tout, c'est vraiment exceptionnel et tout. Enfin, c'était pas les portes ouvertes d'ailleurs, pardon, c'était un autre moment. Et puis, et là, il rentre dans les salles et il y avait presque pas de chaises, presque pas de table. Enfin, c'était la guerre, quoi. Oui. Et il regardait, mais vraiment, il était, Qu'est-ce que c'est que c'est que ce truc, quoi. Et il me disait, mais t'es sûr que c'est une école qui donne un diplôme? C'était vraiment ça. Et j'étais là, oui. T'es sûr que c'est une école? Ouais, oui, parce qu'il y a toutes les tables, toutes les chaises sont dépareillées, il y a de la peinture partout. Ah ouais. C'est super crade. Enfin, crade, mais dans le bon sens du terme, tu vois. C'est, t'es vraiment, t'es pas dans une école ou une université que tu pourrais t'imaginer quand tu vois les séries américaines et tout ça. C'est vraiment l'exact opposé. C'est un hangar, quoi. C'est un hangar avec des vieilles tables et des vieilles chaises. Littéralement un ancien garage. Ouais, c'est ça. Il y a pas d'ordi, il y a pas de salle d'ordi. Là, pour aller dans la salle d'ordi, tu dois aller à Saint-Luc, à 2 rues de là, quoi. Ouais. Et l'année où j'étais arrivée, il y avait pas de chauffage non plus. Ah oui, c'est arrivé après, ouais. Ouais, en hiver, t'étais en doudoune et tout, genre t'avais des mitaines sur ton ordi. Enfin, mais c'était bien. Enfin, moi, je crois que c'était ce que j'attendais aussi de l'école. J'avais pas envie de tous ces trucs. Enfin, je me suis dit, il semble y avoir tellement peu de moyens que les moyens sont mis ailleurs, dans un sens. C'est un peu ce truc que tu te dis. Et donc, du coup, non, c'était perturbant parce que c'est une formation qui est en France, il y a vraiment cet aspect beaucoup plus technique, beaucoup plus dans le métier concret. Concret, qui est peut-être aussi, qui ressemble peut-être un petit peu plus à la démarche de la Cambre, que j'avais pas voulu faire initialement parce que justement, je venais de ça, je venais de ces formats d'enseignement-là, et j'avais besoin d'être bousculée. Et c'était compliqué au début, quoi. Quand on me sortait, enfin, avant, on te proposait des projets, on disait, alors, vous allez faire un 16 pages, vous devrez choisir 2 typos, machin. Puis là, j'arrive et on fait, alors, on va faire un projet sur le temps. Et toi, tu fais, ok, c'est cool. Et donc, c'est quoi c'est toi qui vois. D'accord. Mais un livre, ah non, vraiment, ce que tu veux. Une performance, un poster, une sculpture. J'étais là, genre, ok. Et puis il y a eu donc ce bachelier avec Marie-Christophe Lambert qui s'est super bien passé. Puis là, je fais la bascule sur le master. Pareil, encore un autre chamboulement parce que il y a une vraie bascule qui se passe entre les deux. Et le master 1 se passe pas bien du tout parce que il y a plein de questionnements qui arrivent, quoi. Et parce qu'on me pose des questions auxquelles je sais pas répondre. C'est-à-dire, pourquoi tu veux faire ça? On me parle déjà d'engagement, et moi, j'étais encore un peu étourdie de cette arrivée, et j'avais tellement envie de bien faire aussi que, j'arrive là-dedans, c'est dur. Je fais un premier stage que tu m'avais conseillé chez Boy Verheyken. Ah oui. Et là, mais c'est la tourmente, quoi. Oui. Mais non, mais en fait, c'est un graphiste que j'aime beaucoup. Mais quand j'arrive là-bas, je pense que c'était aux antipodes de ce que je pouvais faire, quoi. Et moi, j'avais une approche beaucoup plus sage, beaucoup moins amusée des choses. Et puis, oui, pas aussi engagée, je crois, ou conceptuelle, ou ancrée dans des contextes. Disons que tout ça, je tâtonnais, mais j'étais pas encore consciente de ça, quoi. Et je me souviens de rentrer tous les soirs du stage en me disant, mais je suis un boulet, il va me virer, quoi. Il va pas me garder. Je t'ai envoyé dans la gueule du loup. Ouais. Mais en fait, ça a été une expérience hyper formatrice et c'est ce qui m'a permis de pas lâcher, je crois. A posteriori, il y a eu vraiment un moment donné où je me suis dit, ok, j'arrête tout. J'arrête le master, j'arrête ça, c'est de la connerie, là. Tu sais pas où tu vas, tu fais n'importe quoi, et puis ou du moins je sais pas, j'ai pris peur, et puis à un moment donné où tu laisses tomber, et chez Boy c'est tout ce qui me restait à faire, quoi. Il y a un moment donné, donc t'es en résistance les premiers temps, t'essaies de t'adapter, tu doutes de toi, ça marche pas et tout, et puis un jour tu fais ok, bon, rien à foutre, quoi. Ouais, c'est ça, bon, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là que
tout devient hyper facile et que tu fais mais ah ouais ok en fait c'était que ça. Et là ça démarre et puis en fait après j'ai passé plus de temps en stage qu'à l'école. Donc j'ai terminé l'école comme ça quoi, en allant chercher à l'école que ce dont j'avais besoin, je crois. Et la succession alors des stages, t'es passé par chez Boy? Ouais, je suis passée par chez Boy et puis après je suis passée par chez Manuela parce que j'aimais beaucoup son travail éditorial. Manuela Deschamps, qui est aussi une graphiste typographe. D'accord. Voilà, mais je dis ça pour Gilles, parce que nous, pour le moment, on est dans une discussion graphico-graphique, comme on déteste ce mot, graphico-graphique. Et donc, comme ça, même pour les auditeurs, parce que tout le monde ne connaît pas tout le monde. Oui, c'est vrai. Comme ça, non, mais certes, je réagis peu, mais ça m'intéresse. Je suis juste un peu à l'ouest. Mais il était en train de dormir, j'ai vu tout à l'heure. Je suis un peu. J'ai expliqué aux autres, mais j'ai une soirée un peu longue hier. Ah, d'accord, ok. Et En plus, je dis ça rigolant. Mais donc, tu débarques chez Manuela. Ouais, je débarque chez Manuela et oh là là, bah ouais, Manuela c'était génial parce que c'est quelqu'un d'hyper bienveillant déjà et moi j'arrivais là un peu avec cette année hyper mouvementée où je savais pas bien ce que j'allais faire de ma peau. On me demandait de répondre à des questions auxquelles j'avais toujours pas de réponse et Renaud a aussi ce truc-là dans la confrontation un peu, enfin de confronter les gens à des questions qu'ils y soient prêts ou pas. Renaud qui était ton prof de master. Qui était mon prof de master, ouais. Et moi c'était c'était hyper brutal à ce moment-là. Je parvenais pas à y répondre. Et elle a vraiment, je sais pas, il y a eu un espèce de chemin de traverse comme ça avec elle. où elle m'a fait confiance et surtout, je crois que ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'était ça. Il y a une espèce de confiance immédiate qu'elle m'a donnée. C'était la première fois que quelqu'un me faisait confiance comme ça. Et alors, pareil, je suis rentrée chez moi en me disant, mais elle est cinglée, elle me fait confiance, elle est dingue. Et puis là, il y a une super collaboration qui se met en place toutes les deux, ça match, quoi. Et en fait, j'apprends tout ce qui me manque de l'école. Et des projets dans lesquels t'as pas 6 mois pour les faire, t'as moins que ça, ou alors des fois t'as plus que ça, mais c'est pas une question de réfléchir sur le projet, c'est des questions de moyens, ou enfin tu découvres une autre temporalité. Et puis et la découverte aussi du matériau, que on travaille pas seulement sur son ordinateur. Ça, j'en étais déjà persuadée avant, mais là on concrétise une approche hyper matérielle du livre. Vraiment sur quelque chose de plus sensuel. Et donc ça, c'était aussi une super belle rencontre. Donc on travaille ensemble de août à décembre. Et on travaille en plus sur des super projets, donc c'est chouette. Donc je commence aussi à faire mon book. Et puis en décembre, elle me dit, bah écoute, en fait, voilà, on collabore bien. Donc est-ce que ça te dirait de rester au mois de juillet, alors que moi, ça faisait des mois que je rentrais chez moi, j'étais là, imagine, elle me propose de rester genre 1 mois de plus en stage. Attends, tu dis c'était de août à décembre? De août à décembre, ouais, de mon année de master 1. En fait, je refaire 6 mois jusqu'à juillet, quoi. Non. Ah, ok, j'ai rien compris. Pardon. En fait, je fais mon stage je commence durant l'été entre le master 1 et le master 2. Je termine en décembre. Et puis là, elle me dit, bah voilà, est-ce que tu veux continuer? Mais en fait, elle me propose d'intégrer son studio en juillet, quoi, et qu'on travaille ensemble. Okay. D'accord. Donc pas en qualité de stagiaire. Et voilà. Et moi, j'étais là, genre, imagine, elle me propose 1 mois de plus de stage. Ouais. Et là, non, c'est la proposition. Pour bosser avec elle. Ouais, pour bosser avec elle. Et donc, c'est génial. Et puis ça te retire quand même une épine du pied quand t'es étudiant et que tu vois quand même l'issue du master 2 qui arrive. Tu flippes un peu et puis non, t'as cette main qui se tend non, parce que c'est une vraie proposition de collaboration et je me dis mais c'est génial, c'est dingue ce qui me tombe dessus en fait. Et là pareil, tu te dis ok, il me reste 6 mois pour faire l'école, donc je vais encore plus prendre ce que j'ai envie de prendre et je vais vraiment le voir comme un terrain de jeu et c'est le seul regret peut-être que j'aurais, tu vois, c'est de pas avoir compris que l'école c'était un vrai terrain de jeu, que je jouais un peu moins ma vie, quoi. C'est ça. Ouais. Mais oui. Mais tu t'en es peut-être rendu compte justement parce que tu avais cette liberté que t'apportait cette proposition de Manuela, tu vois. Tu sais que quoi qu'il arrive, tu peux toujours ok, c'est bon,
Tu vas chez elle en juillet, donc les 6 derniers mois d'école. Il y a moins d'enjeux et donc du coup, c'est ça, voilà, t'es libéré en fait. Ouais, moins de recherche aussi de validation presque aussi. Il y a ce truc-là, quoi, de te dire mon jury, je l'ai pas. En fait, on s'en fout. Mais c'est difficile de se départir de ça, en effet, quand t'as pas d'issue. Mais en fait, on devrait réellement beaucoup plus s'en foutre quand on passe ce diplôme, parce que, combien de fois on a vu aussi des étudiants brillants à l'école et on n'entend pas parler d'eux dans la vie future parce que c'est un autre cadre. Presque. Exactement. Ouais. Et des gens, en revanche, qu'on a vu peiner à fond à l'école et qui, au contraire, se révèlent complètement ailleurs, quoi. Mais mais c'est clair que c'est vraiment ce qu'il faut faire en fait, c'est profiter de l'école pour expérimenter des trucs que tu pourras de toute façon plus faire après. Ouais. Et donc c'est Je sais pas. Tu sais pas, t'as pas fait l'école. Voilà. Moi, j'ai fait 3 semaines d'études à Saint-Luc. Ouais. En graphisme. Ah. Et je me souviens, donc j'ai choisi ça. C'était soit de ça, soit de commu. Je me suis dit, je vais faire un truc facile, commu ou graphisme. Et je me souviens, le premier jour, on a eu une réunion, avec genre le directeur qui parlait et qui disait, regardez, la personne à côté de vous, dans 3 mois, elle ne sera plus là, parce que plein de gens parmi vous vont abandonner dans les 3 premiers mois. À Liège. Et tu savais pas que c'était toi. Et je m'étais dit, c'est les gens qui arrêtent. Et puis voilà, 3 semaines plus tard, j'avais signé mon petit papier, je récupérais Je me désinscris. Voilà. Ouais. Tu récupérais ton Minerval? Ouais. Ah oui. Tu récrécurais ton Minerval. J'étais trop heureux. En fait, j'ai toujours détesté l'école. Les étudiants, ils attendent le plus longtemps possible avant de payer. Ouais. C'est vrai. T'as dit quoi? Maintenant, les étudiants, ils attendent le plus longtemps possible avant de payer. Ah ouais, ok. Ouais. Voilà. Faut courir un peu après eux n'oublie pas de payer quand même. Et donc voilà, moi je me souviens que j'ai dû dessiner un micro sur base d'une photo. J'ai dû faire je ne sais plus quoi comme maquette aussi. Ah oui, si, je devais faire un post-pack sur base de papier carton. Voilà. On a dû le faire aussi, ça, nous? Sûrement. Ouais. Puis je me souviens qu'un jour, un prof a dit, mais si vous sentez pas de le faire maintenant, parce que peut-être vous avez pas l'aspiration, vous pouvez rentrer chez vous, vous le faites plus tard, hein. Je me suis dit, putain, on peut faire ça? Génial! Du coup, le lendemain, je me suis dit, tiens, je vais tenter de pas y aller, voir ce qui se passe. T'as rien dit. C'est rien passé. Plus tard. Et puis voilà. Donc le jour, je dis à ma mère, ça t'embête si j'arrête? Oui. Parce que, oui. Puis comme par chance, avant moi, mon frère avait fait plein d'années d'études pour ne rien faire au final. Il a dit, écoute, si ça peut nous éviter ça. J'ai essayé avec ton frère, il a fait des études, ça n'a rien donné. Voilà. Donc laisse tomber. Ma sœur, elle a fait l'université, elle a fait des vraies études, c'était quelqu'un de sérieux, mais voilà. C'est ça. C'est ce truc, de vraies études. Le vrai métier et les vraies études. Voilà. Et donc maintenant, après cette collab avec Manu, ça a duré combien de temps? Combien de temps? Ça a duré 1 an. Ouais. Et puis on s'est séparés au bout d'1 an, mais parce que disons que c'était pas viable économiquement, c'était compliqué. Donc une séparation un peu à contre-cœur. Et puis en même temps, je crois que c'était une bonne chose aussi parce que comme elle avait été là vraiment depuis le début, ça me permettait d'aller ailleurs et puis à des endroits aussi où j'avais hyper envie d'aller, mais j'avais pas encore osé. Et donc, je décide d'investiguer plus vers la Flandre parce que j'aime assez. Il y a une identité graphique, je trouve, en Flandre qui est différente, et ça me semblait plus proche de moi. Et puis après voilà, il y avait ce studio qui est le studio Luc de Rec qui travaille fortement dans l'édition, qui a cette particularité de travailler en collaboration avec les artistes, et ça c'était quelque chose qui m'intéressait puisque j'étais fort passionnée par la question du livre d'artiste, sur les questions de travail en collaboration avec les artistes sur des objets éditoriaux. Donc ça faisait complètement sens, et voilà, et pareil, un peu ce truc où je me dis je vais envoyer mon book. C'était ce truc quand j'étais étudiante en me disant alors donc quand tu fais tes plans, alors donc je vais sortir, je vais avoir mon master à 30 ans, donc je vais peut-être galérer un peu au début, je vais faire peut-être 2 ans de stage et puis peut-être quand j'aurai 40 ans, je pourrais peut-être voir pour candidater, j'aurai peut-être le niveau pour aller là-bas et être assistante. Et puis sur un coup de tête comme ça, je me dis j'aurais jamais, je rentrerai jamais là-bas. Et j'envoie mon portfolio, et puis dans l'heure, il me répond, il me dit, faut qu'on se voit. Et là, t'avais quel âge? J'avais 31 ans. Okay. Et donc, j'ai envoyé ça le jour, genre de mon mariage. On était en plein dans les préparatifs et tout, machin. Je savais que je terminais la collaboration avec Manu.
Je sais pas, ça me prend comme ça dans la journée. Je me dis, ouais, ok, c'était la veille. Bon, je vais me marier, mais je sais pas quoi faire. Il faut que j'envoie mon. C'est vraiment ça. Parce que surtout, t'as que ça à faire, quoi. Tu vois, d'envoyer ton portfolio, quoi, la veille du mariage. Oui, c'est ça. Il y a que ça dans la to-do list mariage. Grave. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Hein. C'est ça, c'est très fatigant d'ailleurs pour Marie. Et ce truc de la veille, il y a vraiment autre chose à faire. Et je dis bon, je vais prendre une petite heure et puis je vais envoyer mes candidatures. Ok. Et donc j'envoie à Luc, j'envoie aussi à Yann Randall, dont j'aime beaucoup le travail et que j'avais déjà sollicité un peu. Non, je les sollicite pour la première fois là. Et puis j'ai 2 réponses. Donc Luc qui me dit ok, faut qu'on se voit absolument. Et Yann et Randall qui me disent super gentil, écoute, il y a pas de place pour le moment, mais recontacte-nous et tout. Et donc je vois Luc et puis il me dit bon on commence quand tu veux. Quand est-ce que t'es libre? Et moi je me dis je dois me marier, donc pas aujourd'hui, ni demain. C'est ça, quoi. Et je me dis, et pareil, encore quelqu'un qui me fait super confiance. Et donc, je me dis, pareil, il est fou. Et donc, je rentre là-dedans et là, je découvre complètement autre chose, quoi. Une autre manière de travailler. C'est aux antipodes de Manuela, c'est une grosse machine. Là, je découvre ce que c'est que de faire un livre en une semaine aussi, quoi. Ouais, c'est ce truc où tu comptes pas tes heures. Et puis, c'est vraiment un autre mood, quoi. Tu rentres dans le studio, il y a pas un bruit, il y a rien. T'entends les mouches voler. À 12h, le pop de la boîte à tartines. Ah. C'est vraiment ça. Et j'ai la flamande aussi. Ouais, la flamande à fond, ouais. Et j'ai souvenir d'ailleurs de à un moment donné, je sais pas, en début d'après-midi de ma première journée, je suis prise d'un fou rire complètement dingue, seule devant mon écran, ce que je me dis, cette situation est complètement dingo. Ils sont en train de parler une langue que je comprends pas, qui est, pour un Français, c'est une langue qui est quand même pas lyrique, qui est difficile. Et puis ils sont, mais je crois que pour tous les autres, sont super bizarres, quoi. Ouais, pour tout le monde. Ouais, j'essayais d'être quand même encore un peu. C'est c'est une langue particulière. Ouais, c'est une langue particulière. Et je me vois en fait devant mon écran, je me dis mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Moi, j'arrivais au contraire avec mon côté très français. Je m'étais préparé un superbe repas que je prends à table. Avec une bouteille de vin. Ouais, c'était limite ça. J'avais ma baguette sous le bras et tout. Ouais, ton béret. Mon béret, le béret, bien sûr. Je porte toujours un béret. Voilà, exact. Et là, je découvre complètement autre chose, quoi. Et je me dis, mais c'est une autre idée de la fête. Et puis, j'avais bossé donc avec Manu. C'est un espace partagé. Et je bossais en plus. Vous avez partagé les locaux avec Label. Ouais. Donc est-ce que Label était? Si, Label était déjà là quand je suis partie. Donc c'était vraiment autre chose. Ouais. Là, tu passes de travailler avec Label Archi et Label Architecture, c'est des architectes avec qui on avait partagé des bureaux pendant longtemps et où ils sont tout le temps en train de crier, de se lever, de boire des bières. Ah oui, d'accord. Un peu comme nous aussi, hein, mais donc c'était une ambiance différente de ce qu'elle décrit chez Luc de Reyck. Il y a Michel et Thibault, c'est des frères qui parfois s'engueulent. Complètement. Parfois, ils sont pas vraiment frères, mais ils sont frères de. Ouais, il y a quelque chose d'assez familial comme ça, quoi. Tout le genre en train de se gueuler dessus. Et donc, là, t'entends plutôt la canette de bière décapsulée à la place du pop de la boîte à tartines. C'est l'idée du contraste. C'est d'autres sonorités. Ouais. Et donc, ouais, voilà. Et donc, c'est ça. Et tu disais, oui, l'ambiance différente, parce que quand tu parlais de Label, tu disais pourquoi que c'était. Non, mais c'était le choc. Ah oui, c'était le contraste, quoi. Ah ouais, le choc des cultures, quoi. Ok. Et Manuela, elle est d'origine espagnole en plus. Ouais. Donc, tu vois, c'est un peu. Ouais, mais les latins contre les contre les nordiques. Même si elle est quand même réservée. Ouais, c'est ça. Manu, elle est pas, c'est pas du genre, elle est pas du tout comme Thibaut et Michel. Elle a quelque chose au contraire. Enfin, c'est aussi quelqu'un qui travaille vraiment dans le calme et tout. Ouais. Mais par contre, oui, c'est quelqu'un plutôt d'assez épicurien. Et d'assez démonstratif, quand tu la connais et tout ça, voilà. Mais là, non, pas du tout. C'est une espèce de froideur comme ça, et puis il faut que tu t'apprivoises. Une autre manière de fonctionner également. Il y a aussi, je découvre, tout le monde regarde Luc avec des yeux hyper admiratifs comme ça. Enfin, c'est quelqu'un aussi qui a du charisme, qui impose. Il est dessus de ses 2 mètres presque là, avec un air très taiseux comme ça. Il parle très peu, la voix grave. Moi, je débarque là-dedans, je me dis je vais apprendre autre chose, quoi. mais une très belle expérience également, où là, j'apprends une autre manière de faire du livre. J'apprends à travailler très vite, surtout ça.
Ouais, c'est plus mitigé déjà comme. Ouais, mais plus mitigé, mais comme expérience. Ouais, mais c'est une super bonne expérience. Mais je crois aussi que Luc, ça fait longtemps qu'il travaille et il le dit lui-même, c'est pas un secret, quoi. Il a vu beaucoup de périodes dans le design. Il a vécu le plein essor des années 90, l'âge d'or, quoi, où tout était possible et où maintenant le paysage a vraiment shifté. Cette question aussi, quand tu collabores avec une galerie, c'est plus du tout pareil. C'est un rapport un petit peu moins collaboratif. Ils tiennent quoi quand même beaucoup. Et Luc, il arrive aussi à un moment donné où il y a des batailles qu'il a plus envie de mener. Et moi, je me rends compte que c'est des batailles que j'ai envie de mener. Et donc, on a des discussions passionnantes jusque tard le soir où il me dit ouais, mais tu vois Esther, toi t'es une idéaliste et machin. Et je fais non, je suis pas une idéaliste. Tu vois, c'est que non, faut continuer. Et je vois aussi qu'à cet endroit-là, j'aurais pas l'espace pour ça et que c'est pas une structure qui souhaite engager ça. Donc voilà. Et puis aussi, enfin. C'est une ambiance de travail qui est hyper particulière, qui m'a peut-être un tout petit peu moins plu, quoi, qui est moins humaine. Disons que c'est intéressant plus pour un côté d'organisation du workflow, on va plus parler de ça comme ça, c'est-à-dire que tout le monde doit être capable de pouvoir récupérer ton fichier, donc il faut travailler en te disant ok, mais c'est plus le côté technique. Ouais. En disant tu prépares un fichier, il faut que tout le monde puisse le comprendre tout de suite. Mais par contre, on se parle très peu. Il y a pas de cohésion, quoi. Il y a pas de vie de studio, et ça me manque beaucoup. C'est comme quoi le design c'est un vrai métier où des gens doivent collaborer vraiment, sinon il y a tout qui faut. Ouais, c'est l'usine quoi là presque. Il y a un petit l'usine sans être l'usine sans être l'usine, parce qu'en effet c'est pas une agence, mais ouais, il y a du boulot, quoi. Tu peux bosser sur 4 livres en même temps, donc il y a un côté assez schizo comme ça, et puis surtout comme tu les bosses les 4 en même temps, enfin comme c'est une structure et qu'il faut savoir la faire vivre. T'as pas de temps à perdre. Tu peux pas passer énormément de temps. Et ça, c'était des grands débats aussi avec Luc, quoi. Il me disait, ouais, mais tu me coûtes cher, hein, quand même. Tu passes trop de temps à réfléchir et tout. Alors que pourtant, je disais, mais attends, tu parles, j'ai passé juste une journée, quoi, à rechercher et ensuite on part sur le concept. Je disais, ouais, mais bon, c'est encore de trop. Je pense que, voilà, il y avait ce côté où, mais il m'a toujours laissé le temps en même temps. C'était ça qui était génial, c'est que lui, c'est quelqu'un qui ronchonne comme ça, mais non, mais qui est terriblement gentil et qui te laisse l'espace. Moi, il m'a laissé un espace de dingue dans son studio et je le remercierai jamais assez pour ça. Mais après, voilà, il y a la vie de studio qui fait que tu peux rester ou tu peux pas rester. Et puis j'avais aussi un petit peu fait le tour. À la fin, je suis complètement indépendante sur les projets, j'ai mes propres projets. Luc, il les regarde même presque plus, quoi. Il est là en amont pour amorcer, pour les négos et tout, et puis après à la livraison. Et là, il y a un moment donné où je me dis, mais en fait, ce que je fais pour lui, je peux le faire pour moi. Et puis, il y a aussi les voyages à Gand. C'est hyper fatigant. J'ai passé 2 ans la tête dans le seau, quoi. Franchement. C'était sur le papier, tu te dis ouais, c'est rien, c'est 35 minutes de train. Quand le train est à l'heure, quand le tram est à l'heure, quand tout est à l'heure, et enfin bon bref, dans une vision hyper utopiste de la chose. Donc non, tu pars de chez toi le matin, il est je sais pas, 7h30, tu rentres, il est 21h30, quoi. Tu pars un peu trop tôt en disant que t'as peur de rater ton train. C'est ça. Et alors, il est toujours en retard. Ouais. Et tu restes à chaque fois 25 minutes. Le nombre de fois où j'ai hurlé contre la gare et contre la SNCB, enfin c'était horrible. Mais c'est à la fin ça t'use, quoi. Tu t'es un peu c'est rageant. Et là je remarque à un moment donné aussi que je suis à bout, quoi. Je suis arrivée au bout en termes de fatigue. J'ai plus le temps de rien, tu fais plus rien les week-ends. C'est parce que t'es trop fatigué, quoi. T'es trop fatigué, t'en peux plus. Et donc tu t'es dit stop, je fais ça pour moi. Ouais. C'est à ce moment-là que tu t'es lancée comme indépendante. Mais alors pareil, un peu, je me dis ok, je peux faire ça pour moi, mais enfin, je peux pas non plus tout quitter comme ça du jour au lendemain et ne pas me préoccuper de comment je vais vivre de ça. Et là, il y a encore Manuela qui est là et j'en discute avec elle. Je dis écoute, voilà, je commence à penser sérieusement à partir parce que c'est plus viable pour moi. Je suis trop fatiguée, je suis épuisée. Luc voulait pas me laisser au début. Il y avait un espèce de deal qui était que j'allais travailler un peu au studio et je travaillerais à Bruxelles.
Et à chaque fois que j'ai essayé de faire un pas pour aller à Bruxelles, il était non, je préfère que tu sois au studio. J'aime bien quand t'es au studio et tout ça. Ouais, mais Luc, enfin, c'est pas gérable. Et comme je voyais que de toute façon, je ne pouvais pas travailler à Bruxelles, je dis bon bah voilà, moi je peux pas continuer à aller à Gand. Et Manu me dit écoute, pourquoi tu te lances pas en indé? Et donc je dis bah ouais, mais en soi, j'ai 2-3 projets, je sais là qui vont rentrer, mais en plus des projets de livres, donc c'est des temporalités hyper longues, c'est pas viable en tout cas c'est une économie, c'est pas une économie à court terme. Et puis elle me dit écoute, moi j'ai énormément de travail en ce moment, on continue à me demander plein de travail, donc j'ai pas envie de refuser parce que c'est délicat de refuser du travail, donc si toi t'es ok, bah moi j'ai du travail à te donner quoi, au moins pour les 2 prochains mois. Je dis bah ouais, ok, à fond. Donc je pars. Et puis en fait, on a collaboré comme ça de janvier jusqu'à peu près le mois de juin. Donc c'était parfait pour démarrer quoi. Et puis bah toujours dans cette ambiance hyper plaisante, on se retrouve comme ça. Et je pense que c'était plus facile peut-être aussi parce que voilà, comme j'avais repris 2 ans de bouteille chez Luc, j'avais beaucoup plus de qualité, je pense, à offrir qu'à la sortie de l'école où t'es quand même un peu jeunot, quoi. Et où ça demande plus pas de maternage, parce que je pense pas qu'il y avait ça, vu que j'avais bossé avant, je savais ce que c'était qu'une réalité de boulot, mais t'as besoin de moins de temps pour démarrer un projet, t'arrives davantage à sentir les projets, ceux qui vont être compliqués, ceux qu'il faut que t'amorces d'une certaine manière ou d'une autre. Donc ça aide aussi quand tu collabores. Ouais. Donc voilà. C'est ça. Et donc maintenant, t'es full time pour toi-même. Mais ouais. Mais voilà. Ouais. Et ben bravo. Ouais. Et il y a pas un petit applaudissement qui se lance? Bravo, ouais. Ah ouais, voilà. Ah ouais. Non. Et ou le générique? C'est vrai qu'on n'a pas fait de générique. Tu sais quoi? On va laisser tomber le générique. C'est fini. On va laisser. C'est ce que je me suis dit. C'est fini, générique. Normalement, il y a un générique où on dit amour, gloire et chips. Ça suffit. Mais on le fait plus. Non. Ouais, en plus vous dites chips. Chips. Je me suis dit peut-être qu'on va pouvoir faire, vu que. Ah oui, t'es française. Ouais, je suis française et il y a beaucoup de Français qui disent. Pomme de terre chips. Non. Chips. Une chips sans le une chip. Ah oui. Tu vois? Sans le S. Vous prononcez pas le S. Non, ouais, il y a des gens qui me disent, tu me donnerais pas un chip ou une chip? Une chip. Ah ouais. Bah, on va faire le générique alors, juste pour ça. Voilà, ouais. Mais on le fait avec chip. Oui. Chip. Chip. Des mots qui font rêver. C'est CHIPE. C'est ça. Chip. Voilà. Et donc, là, on a fait tout le parcours. Et donc, maintenant que t'es toute seule, enfin, toute seule, non, tu bosses pour toi. T'es toute seule? Tu bosses toute seule? Ouais, je bosse toute seule. T'as pas de collaboratrice? Non, pas encore. Stagiaire? Non. Ça fait combien de temps, alors, maintenant que t'es indé? Ça fait depuis janvier. Okay. Et j'étais beaucoup donc avec Manu. Là maintenant, je suis vraiment toute seule chez moi. Et tu bosses de chez toi? Ouais, je bosse de chez moi. Donc déjà, j'ai peu d'espace. Et puis pour le moment, j'arrive à gérer les projets toute seule. Donc ça va. Mais peut-être qu'il faudra à un moment donné que je prenne un stagiaire ou un collaborateur. Ah ouais. Je préférais quand même plus un collaborateur, ou en tout cas un jeune graphiste. Mais sur ce truc stagiaire, il y a ce côté un peu de la rémunération qui m'ennuie de pas rémunéré ou quoi, donc j'aurais tendance à dire un collaborateur. Un collaborateur. Et les projets alors qui t'animent, c'est toujours du livre ou c'est principalement du livre? Ben beaucoup du livre, mais j'aime. Très bonne question. Bah non, mais surtout collaborer quoi. Ça peut être autre chose qu'un livre. Mais j'ai aussi ce problème là, peut-être que le livre me colle un peu à la peau quoi. La dernière fois, je rencontre un ami artiste et il me dit ouais donc toujours les livres beaucoup. Je dis ben non, écoute là, je suis en train de bosser sur un projet de site web. Il me regarde super surpris, il me fait quoi? Un site web. Tu fais des sites web? Ouais. Mais c'est un livre. Ouais, c'est ça. Mais c'est à propos d'un livre ou non. C'est vrai qu'il y a des pages web, c'est vrai. Oui, c'est ça. Et il y avait vraiment ce côté genre, mais parce que tu fais aussi des sites web. Mais oui, je suis designer typographe, donc je ne fais potentiellement pas que du livre. Et ça aussi, c'était quelque chose qui m'ennuyait un peu chez Luc, et qui est plus plaisant avec Manuela, c'est qu'il y a davantage de projets. Il n'y a pas que du livre, quoi. Il y a aussi du web, de la signalétique d'expo, des choses comme ça. Des projets dans lesquels je m'éclate aussi pas mal. Mais oui, évidemment, ce que je fais plus majoritairement, c'est du livre. Mais là, par exemple, je vais travailler avec une artiste. J'ai travaillé avec une artiste
Ah oui, parce que ça vient de finir. Ouais, sur le projet qui a un projet de recherche et on travaille sur une série de posters, ces choses-là. Par exemple, c'est un format que j'adore faire, le poster, mais on me demande pas parce que tu fais du livre. C'est le moment un peu publicitaire. Mais alors que j'adore ça. Faire des posters. Vraiment. D'ailleurs, si on connaît quelqu'un qui veut faire des posters, il faut envoyer un message à Esther. Oui. Ça rime avec poster. Et attends, tu parlais de publicitaire, ça rime aussi avec super. Voilà, c'est super. Bon, ben voilà, j'ai ruiné le podcast. Donc, on doit tout recommencer. On va tout recommencer. Donc là, on a 1 heure à mettre à la poubelle. Je vais boire un coup d'eau. Et donc là maintenant, donc en plus de ça, t'es toujours, c'est depuis cette année que t'es prof ou... Non, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. C'est ça. Et donc, tu te balades entre les deux toujours. Ouais. Et la pratique de l'un enrichit la pratique de l'autre. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, je ne dis que des vérités. Oui. C'est ça. Des lieux communs. Des lieux communs. Oui, merci Pierre. C'est ça, non? Oui, bravo. Bah non, mais ça permet de te remettre au travail aussi, je crois, le fait d'enseigner. Ouais. Oui, tu le disais, Pierre, sur ce côté, il y a une naïveté chez les étudiants qui agit un peu comme une piqûre de rappel, quoi, et de te dire, mais après tout, enfin, pourquoi c'est pas parce qu'on décide c'est pas parce qu'on a décidé pendant tant de temps que c'était ça que ça doit le rester. Et c'est ça aussi qu'on me demande de faire. Alors après, c'est pour répondre à la question au tout début, pourquoi designer typographe? Designer pour cette question-là parce qu'on élabore des choses, au-delà de réfléchir, mais c'est aussi, j'aime bien ce côté où dans le designer, c'est suffisamment pas défini formellement pour laisser justement le possible à toutes les formes. Oui. Et je trouve que déjà quand tu dis graphiste, il y a quelque chose d'hyper défini là-dedans. Ouais. Et c'est pas une volonté. Enfin, en France, par exemple, il y a vraiment ce truc de pas s'appeler graphiste. Les 3/4 des étudiants qui sortent des écoles d'art disent je suis directeur artistique. Ouais, c'est ça, ouais. Moi d'ailleurs, j'ai bossé avec un type de Paris qui travaille pour un festival. Il est créateur d'images. Oh, c'est nouveau ça. Créateur d'images. Ouais, donc j'ai dit cool, mais c'est quoi? Dégueulasse. Je fais des sites internet, des affiches. Ah oui, t'es graphiste. Non, pas vraiment. Ouais, c'est horrible. Ça. Non, alors qu'on devrait tous, je pense, s'appeler designer. Oui. Point. Oui, designer, point. Parce que je reviens 2 secondes dessus. Je suis aussi tombé devant un restaurant hier qui était créateur de croque-monsieur. J'en peux plus des termes prétentieux pour exprimer des trucs cons, mais créateur d'images, créateur de croque-monsieur. Oui, mais par contre, la prochaine fois que tu le recroises, tu pourrais lui dire mais c'est marrant, tiens, parce que je connais quelqu'un qui crée des croque-monsieur, par contre. Tu sais quoi, je vais t'inviter à dîner à la maison et je l'inviterai. Mais ouais, je suis sûre que vous avez plein de choses à vous raconter. Entre créateurs, vous avez des trucs à vous dire. Enfin voilà, désolé. Non, pas de souci. Ne te désole pas. Ne sois pas désolé, Gilles. Mais c'est la fatigue et la faim. Et donc tu es créatrice d'images. Tout à fait. Non, on devrait tous s'appeler designer. Ah mais oui, c'est ce que Pierre dit. Mais après, t'as les designers produits, les designers graphiques, les designers. Mais après, je sais pas non plus. C'est-à-dire que je crois que c'est une question aussi de comment tu travailles. Il y a des personnes c'est pas bien ou pas bien. Il y a des personnes qui ont des métiers hyper appliqués ou qui ont une manière, en tout cas, de voir les choses de manière très formelle, qui interroge pas tant la fonction, la fonctionnalité, le contexte, ces choses-là. Je pense que... Des ingénieurs. Ouais, peut-être plus, mais je pense qu'il existe des graphistes, et oui, qui n'abordent pas forcément leur travail sur la question du contexte, de la fonction, de tout ça. Donc après, oui, en effet, il y a beaucoup de graphistes qui devraient s'appeler des designers. Ouais. Après, on a envie de s'appeler comme on veut, mais on fait ce qu'on veut, hein, mais bon. Ouais. Mais en tout cas, je pense que s'il y avait des terminologies un petit peu plus, si c'était plus admis et mieux, en même temps, j'aime pas ce truc de défini, mais si on faisait plus chacun attention à se présenter, il y aurait aussi beaucoup plus de personnes qui sauraient comment nous trouver et comment venir travailler avec nous. Parce que oui, du coup, travailler avec un graphiste ou travailler avec un designer ou un typographe, c'est pas la même chose. Tu vas pas pour un seul et même projet, tu vas avoir 3 approches différentes.
Et ça, je pense que des futurs collaborateurs ne le savent pas, enfin des clients le savent pas. Et je pense que ça peut être bien à la fois pour soi, quand t'engages ton métier, de savoir du coup comment tu veux le faire. Et ça permet aussi certainement pour un public averti de mieux comprendre quel travail il veut engager avec qui. Et je crois que ça, c'est des fois un peu ce qui manque dans... Et on en parlait un peu de ce genre de trucs. Ça commence à l'école, en fait. Oui. Ces questions-là. Mais on en parlait avec Delphine dans un épisode précédent. Je sais pas si tu l'as écouté, avec Delphine Dupont. Oui. Qui elle aussi est créatrice d'images, designer, et qui, graphiste, tout ça. Et parlait justement que, à un moment, elle ne se retrouvait plus justement dans la collaboration avec le client ou avec avec les personnes avec qui elle travaillait, et que il fallait qu'elle remette en place un système. Donc là, elle est passée par l'intelligence collective. Oui, ouais. Et donc voilà, c'est une des méthodes, un des process pour que chacun puisse savoir ce que chacun fait, que tout le monde est indispensable dans le processus de réflexion, de travail, de tout ça. Et donc c'était assez intéressant. Et puis on a bifurqué aussi sur la méthode de fonctionnement de Base Design, qui fonctionne aussi. Là, c'est plus en interne qu'avec les clients, mais en interne où ils se réunissent régulièrement pour parler de plein d'autres sujets, pas seulement que de graphisme. Enfin bref. Et donc ça forge et ça crée une nouvelle manière justement de se présenter ou de présenter le travail qu'on fait aux gens avec qui on travaille, quoi. Mais je crois que l'école, elle est un peu responsable de ça, de ces manières, parce qu'on travaille plus comme ça. Et il y a eu toute une manière de former, je crois, hyper académique, comme ça, hyper héritée d'anciens modèles, avec on a un artisan, quoi. Artisan, je me considère encore comme artisan aussi, mais on a quelqu'un qui a la solution, quoi. En tant que graphiste, quand tu travailles avec un client, c'est un peu tais-toi parce que tu sais pas. Et je pense que ça, c'est la première erreur, en fait. T'as pas la solution, c'est le client qui l'a. Donc si tu sais pas collaborer, si tu sais pas l'écouter, tu peux pas l'aider à résoudre son problème, entre guillemets, enfin si tant est que ce soit un problème, la raison pour laquelle il vient de voir. Il y a ça, et il y a aussi le fait que on a tellement d'outils qui se sont démocratisés aujourd'hui, enfin, et puis on n'a pas d'encadrement de notre profession, donc n'importe qui peut être graphiste aujourd'hui. Donc dans un sens, collaborer avec un client et engager une relation particulière, avec une approche particulière, avec une vision que tu as de ton métier, c'est apporter une solution qui est viable, qui est aussi excellente, on va dire, contrairement à quelqu'un qui a certes les outils, mais qui n'a pas une manière de penser son métier et qui n'a pas compris qu'il y a cet engagement-là absolu avec un client. Et où, je pense qu'il y a plein d'anciens modèles comme ça qui subsistent encore, d'autres qui se mettent à s'adapter, d'autres qui... Enfin, il y a aussi des générations qui connaissent la bascule entre les deux. Et où je pense qu'il y a vraiment ce truc-là à faire, quoi. Et... Oui, on n'est plus dans le truc où le graphiste sait et le client doit juste accepter. Ouais. Et aussi, on n'est pas non plus dans le client est roi et du tout à fait. Il faut vraiment que ça doit être une collaboration. C'est exactement ça. C'est une discussion, en fait. C'est ça. Exactement. Design is a conversation. Ouais. C'est le titre de ton prochain livre ou Ouais. Design is a conversation. On termine toujours nos présentations, nos pitchs et tout avec cette phrase, en fait. D'accord, ok. Voilà. Nos pitchs, mais pas le petit pain. Pas le petit pain. Pas la brioche. Non, pas la brioche. Quand on présente nos trucs à un client ou pour un concours, on termine par Design is a conversation. C'est ça. Mais bon, c'est une manière aussi de répondre à... Et une photo de deux personnes dans l'eau. Ouais. Avec, c'est quoi la photo? C'est une photo de David Huidard. Oui. Il a fait une photo de deux personnes qui sont dans l'eau. Des pêcheurs au milieu d'un lac. Voilà. Super calme, comme ça. Voilà. Ils sont tout petits, le lac est genre plat. Et c'est très paisible. Et la phrase, c'est une double page qui sort du World Magazine. Ouais. Pour lequel j'ai bossé pendant 10 ans, notamment avec Damien, mais après tout seul aussi. Ouais. Et avec Delphine aussi, au départ. Hein. C'est quand même ça qui était historiquement très important. Ouais. Et donc c'est le titre d'un article, c'était une citation, et c'était It's all about adrenaline. Et c'est deux pêcheurs qui pêchent comme ça. J'aime bien ce contraste entre les deux. Voilà. Mais donc on termine toujours avec cette image, et puis
la phrase design the conversation. Voilà, comme ça tu connais tous nos secrets. Donc c'est le secret de la réussite. Hein. Donc si tu veux réussir dans ton métier de graphiste, tu vois, maintenant nous animons notre propre podcast. Voilà, oui. Et donc voilà, si tu veux réussir, voilà les clés. Quoi d'autre? On a fait un joli petit tour de ton design, de ta vie, de ton truc. Est-ce qu'il y a, par exemple, un sujet ou des choses que tu fais en ce moment en plus de l'école et de ton activité de designer, de créatrice d'images, hein, que t'as envie de nous présenter, par exemple, ton école de danse? Tu fais de la danse? Non, tu ne fais pas de la danse. Mais si, je fais de la danse. J'ai flippé là. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. En fait, il me traque et je suis pas au courant. Non, c'est vrai que tu fais de la danse. Ça s'appelle préparer. Ouais, c'est vrai que tu fais de la danse. Ouais, je fais de la danse. Ouais, raconte. Non, j'ai pas envie de raconter ça. Non, moi, en fait, c'est parce que pour le moment, je regarde Brooklyn Nine-Nine et il y a Gina, elle fait de la danse. Et donc, je sais pas pourquoi, je me suis dit, ah, bah, tiens, je vais lui demander, est-ce que tu fais de la danse? Et donc, oui, tu fais de la danse. Non, mais alors, par contre, pour le truc un peu drôle de la danse, la dernière fois, je parle avec une amie et puis je lui dis, ah, bah, je me suis mise à la danse. Elle me dit, ah, super, et tu fais quoi comme danse? Je fais de la danse contemporaine. Elle me dit, ah, attends, c'est le truc où on te dit, sois une pierre. J'ai trouvé ça, j'ai regardé, je fais, hein? Je comprends pas. Elle fait, tu sais, genre, il y a des danses, on demande, quoi. Et j'étais là, ah bah, écoute, on m'a pas encore demandé. Peut-être que c'est ça, mais je suis pas au courant. J'ai trouvé ça. Sois une pierre. Ouais, j'ai trouvé ça complètement fou. Est-ce que c'est le truc où on te dit, sois une pierre? C'est génial. Ben non. Et donc, si par exemple, tu devais être une pierre, tu ferais comment? Mais c'est toute la question. C'est qu'en fait, maintenant, c'est ça qui me hante, tu vois. C'est de me dire, parce que si jamais on me la pose, tu vois, qu'est-ce que je fais en cours? En fait, elle a shifté complètement ta vision de ton cours de danse. Du coup, je n'attends que ça. Je poserai une réclamation si on me l'a pas demandé à la fin de l'année. Mais donc, tu suis des cours de danse contemporaine? Ouais, tout à fait. Et donc, ça se passe comment? Par exemple, concrètement. Mais non, mais parce que moi ça m'intéresse vraiment. C'est parce que je peux imaginer que si tu fais de la danse comme hobby, qu'on est plutôt dans un truc, tu vois, qui est un peu de l'ordre du défoulement, du mouvement, de l'expression corporelle. C'était ça que je cherchais pas du tout, justement. Et voilà. Et donc justement, quand tu fais, donc peut-être pas encore à titre professionnel, danseuse contemporaine. Danseuse de danse contemporaine. De danse contemporaine, ouais. C'est facile comme ça. Bah, ça se passe comment un cours? Un cours, ça se passe. On s'étire beaucoup, non? D'abord. Non, même pas. Enfin, tu commences, t'as des phrases chorégraphiques que tu apprends et que tu continues à compléter au fur et à mesure et qui sont à chaque fois autour du travail, évidemment, enfin de t'échauffer. Mais dans la danse contemporaine, ce qui est hyper intéressant, c'est que, enfin, dans la danse de manière générale, c'est que c'est quelque chose qui demande énormément pas de contrôle, j'aime pas trop ce mot-là, mais on danse énormément avec sa tête, on danse pas avec son corps du tout, quoi. Ça demande de se connecter beaucoup et d'avoir une appréhension du sol très forte en danse contemporaine. C'est beaucoup plus que dans le classique. Et c'est ça que j'aime assez, cette espèce de rapport au sol où il faut vraiment trouver des ancrages où on travaille tout le corps et la question de la tension du corps par rapport au sol. Mais c'est parce que j'ai fait de la danse contemporaine avant, quand j'étais plus jeune. Parce que je voulais être musicienne quand j'étais petite. Et donc t'as fait de la danse. Mais non, mais c'est que en fait il y avait des études. Je sais pas si vous avez ça aussi en Belgique. C'est on est à l'école le matin et l'après-midi au conservatoire. Moi j'ai fait ce qu'on appelle les horaires aménagés. Donc tu fais ça dès que t'es petit pour les gens qui veulent être danseurs, musiciens, sportifs. Ouais, ben voilà, ouais, exactement. Ouais. Ben là ça existait, enfin ça existe avec le conservatoire. Et donc je faisais de la danse classique quand j'étais petite. J'ai intégré ce truc-là avec la musique et puis je suivais en plus les cours de danse parce que j'aimais bien ça. Et voilà. D'accord. Et donc j'avais découvert la danse contemporaine comme ça. Ok, et t'en fais maintenant? Ouais, j'en refais du coup. Ouais. Ben on pourrait refaire 1 heure sur la danse contemporaine. L'approche de la danse contemporaine. L'approche de la danse contemporaine. Bah oui, non, parce que je me demande, parce que j'adore, je vais régulièrement voir régulièrement j'exagère, mais je vais parce que ça m'intéresse vraiment et quand j'y vais je kiffe. Ouais. Mais c'est un truc malgré le fait que je kiffe que je comprends pas vraiment. Et c'est peut-être aussi pour ça que je kiffe, c'est parce que je comprends pas vraiment ce qui se passe. C'est un monde hyper particulier déjà en soi. Ouais. Moi je suis allé voir en fait Malika Jardi qui est à la base de Lyon mais qui
travaille ici aussi parfois au Charleroi Danse, à la raffinerie, qui a écrit plusieurs chorégraphies. Et donc c'était une pièce qu'on est allé voir. Justement, mes enfants sont venus avec et ma femme aussi. On était tous les 4. C'était à Liège et ça s'appelait. J'ai oublié le nom. C'est dingue. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Regarde sur ton téléphone. Mais donc c'est un duo. J'ai regardé sur mon téléphone. C'est un duo et donc elle danse. Il y a elle et il y a un mec et il y a un truc avec une batterie au milieu. Il y a des projections. Il y a un régisseur qui est censé ne pas être là mais qui finalement tu te rends compte qu'il intervient dans le truc et c'est un truc complètement fou. Et j'ai pas tout compris. Mes enfants non plus, mais on a pu discuter du truc et ils ont capté des choses. Il y a, genre à un moment il y a eu juste une lumière et nous on l'a compris comme étant un écran, alors que c'était peut-être pas forcément ça. Enfin bref, et donc il y a des trucs à choper et que on maîtrise pas forcément. Et donc comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment un autre, c'est quoi le mot que t'as dit, un autre monde qui voilà, que je m'entraîne à comprendre, mais que je pour ça qu'il faut comprendre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on est obligé de comprendre? C'est comme ce truc, tu vois, je suis allée voir une super expo. C'est ce truc. Alors, j'ai adoré les pièces. Par contre, je suis pas sûre de les avoir compris. Mais on s'en fiche. Ouais, c'est ça. Et pourquoi on devrait être obligé de comprendre absolument? Tu fais une expérience esthétique et t'as pas besoin, je crois, d'être un expert ou d'avoir des clés pour pouvoir comprendre. T'as le droit aussi à ton niveau d'envie d'expérimenter quelque chose, de prendre la chose pour ce qu'elle est et comme t'as envie de la prendre. Ça fait expérimenter des émotions, des sensations. Voilà. Ouais. Ça peut être que ça en fait. Ouais. Et puis après tu réfléchis, tiens, au fait c'était bien, mais pourquoi? Et puis voilà, pas besoin de savoir. Mais après c'est vrai que t'as des pièces qui sont accessibles pour ce type d'expérience et d'autres qui le sont pas. Et où là, en effet, t'expérimentes un truc et tu te dis, là, ok, j'ai passé un super mauvais moment parce que tu sens que l'enjeu, en effet, il était pas dans une expérience esthétique ou sensuelle ou sensorielle. Et en tout cas, ça en faisait vraiment litière. Et donc là, c'est bien tout de suite hyper compliqué, mais de manière générale, quand même. Oui, je vais arrêter d'essayer de comprendre les choses. Je vais me laisser verser par la vie. Mais oui. Je vais devenir le vagabond de ma vie. Oh. Voilà, qui est une expression. Créateur de citations. Non, je l'ai volé à Jérémy de Tropic Blues Band. C'est lui. On est les vagabonds de nos vies. Voilà, je vais arrêter d'essayer de comprendre les choses. Je vais vous laisser finir le podcast. Moi, je navigue en eau trouble. Je vagabonde. Non, mais parce qu'en plus, on a bientôt fini. Ça fait quand même 1h20. T'imagines, ça fait 1h20 qu'on se raconte des trucs. Ouais. Est-ce que tu veux, par exemple, est-ce qu'il y a un truc que t'as envie de présenter, genre une sorte de recommandation? La recommandation culturelle d'Esther Leroy. Genre, t'as lu, tu vois, comme je suis un bon animateur qui me vagabonde. Un jingle exprès pour mettre les invités mal à l'aise. Tu vois, un truc, je sais pas, un livre que t'es en train de lire et qui est trop cool, qu'il faut que les gens lisent, absolument. Ou un film à voir, ou une musique. Ouais, des films, il y en a plusieurs. Alors, c'est pas forcément... Alors, si, j'aurais adoré vous dire, allez voir Girl, c'est trop bien. Girl? Ouais, mais parce qu'il sort... j'ai pas eu le temps de le voir, même s'il est sorti déjà depuis un mois. J'ai pas trouvé le temps, malheureusement. Mais Girl, c'est le dernier film de Lucas Dante, ou peut-être d'ailleurs même le premier, je ne sais pas. Peut-être bien le premier, je pense. J'ai pas vu non plus. Qui est l'histoire d'un jeune homme, en tout cas, qui fait une transition pour devenir une jeune femme et qui est danseur, donc qui veut être danseuse étoile. Et ce film a l'air absolument bouleversant. Ouais. Ça a l'air dingue. Et il a été primé justement à Cannes, à la semaine des réalisateurs ou à la quinzaine de la semaine du critique du réalisateur. À la quinzaine de la semaine du mois. Oui. Du critique, de l'année du réalisateur. De la semaine de l'ours. De Berlin. Ça, oui. De Berlin. De Venise. Ouais. L'ours de Venise. L'ours de Venise, oui. C'est ça. De Cannes. La biennale de l'ours de Venise de Cannes. D'architecture. Le Girl. Non, c'est dingue, en fait. Ah, tu l'as vu, toi? Tu l'as vu? Je l'aurais peut-être vu d'ici là. Ah, oui. Oui, et mais oui, c'est très troublant, même juste le physique du garçon, enfin de l'acteur. C'est dingue. C'est fou. C'est une super androgyne, enfin vraiment, c'est très trouble, quoi. Mais elle est, enfin, du coup, elle est magnifique dans le film. Elle est d'une beauté déstabilisante, quoi. Okay. Donc,
ça. Mais sinon, après, dans les films, un film que j'aime énormément, à chaque fois que j'en parle aux gens, ils ne l'ont pas vu, donc je vais le recommander. C'est un film sur lequel aussi, qui a été important, qui a été un grand moment de rencontre également dans ma vie, et qui s'appelle Io sono l'amore. Donc I Am Love, qui est avec Tilda Swinton, avec une bande son de John Adams. Okay. Et c'est un film de Luca Guadagnino, quelque chose comme ça, je me souviens plus bien. C'est un film absolument incroyable sur une famille bourgeoise italienne de riches industriels et une femme qui va tomber éperdument amoureuse d'un jeune homme et c'est les débuts de tout. Enfin, elle va découvrir tout à ce moment-là et ce film est complètement renversant. Ok. Voilà. Et dans un autre film aussi peut-être, que j'ai vu qui date de 2017. 3 films sinon rien. Ouais. Exact. Mais ça aurait été trop simple, tu vois, des livres j'en fais. Je veux aussi montrer, tu vois, que je fais de l'écran. J'ai placé mon truc tout à l'heure avec le web. Voilà, la danse et maintenant l'écran. On va essayer de rester sur l'écran. Un autre film, qui s'appelle God's Own Country. Je sais pas si vous l'avez vu, de Francis Lee, qui est sorti en 2017. Superbe film aussi. Ok. Voilà, donc tu vois que nous on est complètement teubés en cinéma parce qu'il y a aucun des films que t'as conseillé qu'on a vu. Mais par contre ça nous fait 3 films à voir. Ouais, mais vous allez passer un bon moment, je pense. Ouais. J'espère. Oui. Super. Oui. Et en tout cas là déjà maintenant on a passé un bon moment. À fond. Moi je trouve. Ouais. Super chouette. Une chouette petite heure, une grosse heure. Ouais. Oui, Une grosse heure. Une grosseur. Une grosseur au niveau du cou. Une grosseur au niveau du cou. C'est le seul truc qu'on peut dire du cou. Grosseur au niveau du cou. Là, le du cou, on peut le dire. Sinon, on essaye d'éviter de dire du cou. Tu vois cette expression du cou? On le dit tous, ça. Mais c'est pas du coup, moi, qui m'embête le plus. C'est pour le coup. Pour le coup, ouais. Pour le coup, je suis d'accord avec Esther. Et ce moment où on dit, mais pour le coup. Non, c'est exacerbant. Ouais. Ça se dit pas? Non, c'est pas ça. Exaspérant. Exaspérant. Oui, c'est exacerbant. C'est l'exacerbation du coup. C'est ça. Et c'est exaspérant. Et on pourrait continuer des heures à raconter des blagues. Continuons à raconter des blagues. T'as pas pris ton petit carnet? T'as pas pris ton carnet de blagues? Mais non, j'ai pas pris mon carnet, non. Le stand-up, t'as déjà pensé à faire du stand-up? Oui. Je te fais exprès de te poser des questions. Je fais exprès de te poser des questions parce que je sais qu'il veut manger et comme ça on éloigne la torture, on éloigne le moment où Gilles mangera. Non, et donc t'as déjà fait du stand-up? Non, je plaisante. Non, jamais. Où ça? Ok. Eh ben voilà. Mon spectacle s'appelait Sois une pierre. C'est ça. Fais la pierre. Ça dépendait. En Belgique, c'était Fais la pierre. En France, c'était Sois la pierre. C'est ça. Et c'était avec Pierre. Tout à fait. C'est moi qui me pointe, quoi. Et c'est lui qui arrive. Oui, c'est ça. Et tu te transformes en Pierre. Et donc, c'est là que Lucas Donte a eu l'idée de faire Girl. C'est exact. quand tu t'es transformé en Pierre. Mais il nous doit beaucoup, la moitié du film, la moitié des droits d'auteur du film. Voilà. C'est pour ça qu'on espère qu'il marchera. Allez le voir. Oui, comme ça, on gagnera la moitié des recettes. Voilà. En parlant de recettes. On va aller manger. On remercie tout le monde, toi y compris, Esther. Merci. On te remercie de cette heure et demie passée en notre compagnie. Merci pour l'invite. Où est-ce qu'on se retrouve? Si par exemple quelqu'un veut te suivre sur Internet, on l'envoie où? Par exemple, parce qu'on reçoit des messages. Estherleroy.be. Je veux absolument savoir où est Esther. Et donc, Esther sur mon site web pour démarrer, qui vient d'être actualisé. Ah ben voilà. Une expérience utilisateur incroyable parce que j'ai fait le design du site web. Waouh. Et puis sur Instagram aussi. Esther Leroy avec TH. Ouais. Et Leroy avec Y. Ouais. Voilà. Estherleroy.com. Non, FR. Non, .be. Ah oui. Ouais. .be. Mais non, mais là, tu viens de ruiner 8 ans de tentative d'intégration quand même. Non, c'est vrai. Bon, bah voilà. Estherleroy.be. Alors, nous, on nous retrouve où? Tu sais où on nous retrouve, nous? Sur amourchips.com. Et alors, comme Gilles le dit si bien souvent, n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles sur votre application de podcast préférée. Moi, j'ai juste une question sur Amour Chips. Oui. C'est chips, c'est H-I-2-P-E ou c'est H-I-P-S? Alors, ça dépend si comme le tu vas sur le site français. Donc, ce serait bien d'avoir une version française. On va acheter amourchipe.fr. Ouais, on va acheter.
spécialement pour toi. Et amourchipe.fr ou amourchips.com. Donc laissez des étoiles sur les applications de podcast parce que c'est toujours cool, comme ça nous permet de se faire voir. Ça on peut aller se faire voir sur les applications de podcast. Et puis suivez-nous un peu partout parce qu'on a des contenus complètement inintéressants sur les réseaux sociaux. Voilà. On partage d'autres podcasts. Ouais, c'est cool aussi. Si vous nous suivez sur Twitter et tout ça, on partage des podcasts qu'on aime bien. Merci beaucoup Esther, merci beaucoup Pierre, Gilles. Merci et à bientôt. Gros bisous. Salut. Bisous. Bye.